podcast Binge Audio. Mon invitée du jour est un tourbillon, entrepreneuse, influenceuse, cuisinière hors pair. Son nom, vous le connaissez peut-être, il est affiché en haut d'une épicerie à Paris, la Maison Plisson, qui réunit des artisans, un restaurant, bref, tout ce qu'il faut pour les gourmets. À 52 ans, Delphine Plisson n'arrête jamais. Sa maison, c'est aussi une tribu de 5 enfants, une joyeuse famille recomposée avec un chien, un chat, un mari et une petite dernière, Françoise, âgée de 6 ans. Parce qu'à 47 ans et demi, Delphine a décidé qu'elle aurait un 3e enfant. Pas de doute, nous voilà face à la réincarnation de Wonder Woman. Plus sérieusement, comment la sphère médicale, ses proches, ses employés ont-ils accueilli ce désir d'enfant à l'âge de la périménopause ? Comment a-t-elle tout mené de front ? Évidemment, Delphine a eu des hauts et des bas. Elle revient pour nous sur cette aventure d'avoir eu un 3e enfant sur le tard, comme on dit. Bonjour Delphine Plisson. Bonjour Claire. Alors il y a énormément de choses à raconter sur votre vie. Vous avez aussi travaillé 20 ans dans la mode. C'était chez Claudie Pierlot, je crois. C'est juste Agnès B, Yves Saint Laurent, Antibatic, Claudie Pierlot, Sandro, différentes maisons. Bien, et puis vous avez ouvert à 40 ans passés la Maison Plisson. Absolument. Alors je voudrais commencer par votre vie de mère, parce que l'arrivée à 47 ans de cette petite fille qui a 6 ans aujourd'hui, ça n'est pas banal. Comment c'est arrivé ? Pas du tout par accident. Je crois qu'il y a très peu d'accidents à 46 ans et demi, 47 ans. C'est arrivé dans le cadre de ce qu'on appelle un remariage. Je suis tombée amoureuse à 43 ans passés d'un homme qui avait lui-même 46, je crois. On avait chacun des enfants de précédents mariages. On était très heureux comme ça. Et puis le temps est passé et un jour je suis tombée enceinte spontanément. On a été tout de suite extrêmement enthousiastes, emballés. Cette grossesse n'a malheureusement pas pu aller à son terme, ce qui m'a rendue très triste. Beaucoup plus triste que ce que j'aurais imaginé, parce que je n'étais pas non plus en manque d'enfants, ou ce n'était pas un désir qui avait été particulièrement anticipé. Mais il s'avère que j'étais très triste. Du coup, je suis allée voir un médecin spécialisé chez les mamans vieille, chez celle qui essaye d'avoir des enfants un peu tardivement. Et je lui ai demandé de me faire des examens de façon à déterminer si j'avais une chance ou pas de pouvoir à nouveau tomber enceinte et surtout mener une grossesse jusqu'à son terme. On a donc fait des batteries d'examens de mon côté, du côté de mon mari. Et quand les résultats sont tombés, le médecin m'a prévenu que j'avais finalement de bonnes chances de pouvoir encore tomber enceinte et avoir un enfant. Et donc, on est parti dans cette aventure, le cœur vaillant et vraiment comme dans une aventure joyeuse, heureuse, sans enjeu particulier, parce qu'il n'y avait pas vraiment, c'était pas une condition absolue à notre bonheur et à la joie de notre couple. On était heureux. Mais on avait accident heureux finalement. Ouais, on avait quand même envie d'une cerise sur le gâteau en question. Ouais. Quoi. Voilà. Et est-ce que vous l'avez conçu naturellement ? Parce que souvent, on dit après 45 ans, il faut l'aide de la médecine quand même. Oui, c'est mieux. Enfin, je recommande. On peut essayer naturellement, c'est toujours sympa. Mais dans la vraie vie, non, bien sûr, on a eu recours à des IAC et finalement une FIV. À des quoi ? À des IAC, insémination avec conjoint. Ah oui ? Très sympa. Ok. Vous nous expliquez ? Ah oui, alors une insémination avec conjoint, en fait, le problème souvent l'inconvénient avec l'âge du conjoint, c'est que ces spermatozoïdes sont un doux mélange de personnes en fin de vie et de Usain Bolt. Sachant qu'on a plus besoin d'Usain Bolt que des personnes en fin de vie. Et du coup, il faut filtrer idéalement pour que Usain Bolt ait une quelconque chance d'arriver jusqu'à votre ovule, qui lui-même est stimulé. Donc, on sépare les spermatozoïdes non efficaces des spermatozoïdes efficaces. Et comme dans le cadre d'une insémination, on vous insémine les spermatozoïdes vaillants pour démultiplier vos chances de pouvoir tomber enceinte, tout en stimulant vos ovules, vos ovocytes, vos ovules, vos ovaires. Trucs qui vous permettent de tomber enceinte. Ouais. Et ça n'a pas marché. Ouais. On en a fait plusieurs. Alors, ça peut être
J'en parle comme de quelque chose de léger, de rigolo, parce que nous, on l'a vécu comme une expérience plutôt amusante et sans... Oui, mais ça peut être très difficile. Ça peut être difficile, il faut se faire des piqûres. Moi, ça me pose pas de problème à titre personnel de me faire des piqûres. Et j'ai pas eu d'inconvénients, j'ai pas pris de poids, j'ai pas eu de saute d'humeur. Je suis une saute d'humeur de toute façon, donc il n'y a pas eu vraiment de changement. On avait décidé... qu'on allait essayer, donc on a joué le jeu, on est passé on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, ça a duré plusieurs mois. Ça marchait pas très bien. Le médecin était un peu agacé, contrarié, parce qu'il estimait qu'on avait vraiment de très bonnes chances. Ouais. Et ça prenait pas pour autant. Donc, il nous a proposé finalement d'avoir recours à une FIV, ce qu'on n'a pas pu faire en France, puisque l'âge est plafonné pour les femmes en France. Je crois que c'est valable pour les hommes maintenant, mais ça doit être un truc comme 97 ans pour les hommes, alors que pour les femmes, c'est 43, je crois. Tout à fait. Et du coup, il nous a très gentiment envoyé voir un de ses confrères à l'étranger. Et on a fait une FIV et ça a marché pour la peine du premier coup. Sans quoi, quand on veut, des fois, il faut s'obstiner un peu. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups et ça ne marche pas pour tout le monde. Mais dans notre cas, on a eu beaucoup de chance. Et vous n'étiez donc pas périménopausée ? Je le suis toujours pas, figurez-vous. Non, j'attends avec une impatience. D'être débarrassée. Je suis hyper impatiente de passer à l'étape d'après, que je pense être formidable. Je connais très peu de femmes qui adorent avoir leurs règles. Enfin, je pense pas que ce soit un truc qui. Non, en effet, c'est rarement un jour de fête. Voilà. Ouais. Donc non, moi je suis très impatiente de passer à l'étape d'après, mais il s'avère que comme j'ai été stimulée hormonalement autour de 46-47 ans, pour l'instant j'ai aucun symptôme et aucun dosage d'hormones qui laisse entendre que je serai concernée à court terme en tout cas. Et alors, vous parliez de votre gynéco qui était contrarié que ça marche pas. Alors, il y a d'autres gynécos qui, quand on fait ce genre de projet à cet âge-là, eux sont contrariés parce qu'ils nous jugent trop vieux. Il vous a pas regardé de travers, vous ? Non, c'est pas le genre. Et puis, à partir du moment... Alors, on se serait pas obstiné. On n'a pas non plus cherché à faire des trucs coûte que coûte. Faites n'importe quoi, docteur, je veux un enfant. C'était pas l'idée. On n'était pas dans cet état d'esprit. Je pense qu'il l'a très bien compris. Simplement, il était contrarié parce qu'il estimait, à juste titre, puisqu'on a fini par avoir un enfant, qu'on avait de vraies bonnes raisons de pouvoir avoir cet enfant techniquement parlant. Donc, il a juste trouvé que c'était un peu trop long et qu'on aurait peut-être mérité que ce soit un peu plus rapide et un peu plus simple. Mais en vrai... pour la peine, j'ai su que j'étais enceinte, j'avais 46 ans bien tapés. Ouais. On a fait une batterie d'examens assez vite, je crois, à 2 mois de grossesse. Un truc qui s'appelle, je crois, le triple test, qui à l'époque était réalisé dans certains hôpitaux et qui permet en une journée d'avoir une batterie de résultats concernant la santé de l'embryon, qui nous a non seulement parfaitement rassurés, mais qui c'est totalement rassurant parce qu'en fait, à 2 mois et quelques de grossesse, on savait qu'il y avait de très, très, très bonnes chances que cette grossesse aille à son terme, sauf accident particulier. Donc... on n'a pas été particulièrement suivis, enfin surtout moi, parce que du coup mon mari n'avait pas vraiment de raison d'être particulièrement suivi après. On n'a pas été particulièrement suivis, j'ai pas eu l'impression d'avoir... J'ai eu d'autres enfants avant à des âges très différents, parce que j'ai eu un enfant tous les 9 ans, donc je suis une sorte de panel expérimental à moi toute seule. J'avais un enfant à 29 ans, un à 38 et donc un à 47. Ouais. Et j'ai pas été plus suivie à 47 qu'à 38 C'est une belle ou à régularité. 29. Ah ouais, vous n'avez pas été plus suivi. Pas vraiment. Je vous parle de votre gynéco parce que moi, j'ai eu ma fille à 41 ans et j'ai entendu le terme, une petite jeunette, le terme grossesse gériatrique. C'est un terme médical. Qui est particulièrement daté quand même. Il y a quand même peu de gynécos, obstétriciens qui l'emploient toujours, mais ça se dit. En général, après 35 ans, on considère que vous avez une grossesse gériatrique. C'est charmant. C'est le problème des médecins, ils disent ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, je ne me sens pas particulièrement concernée par ce terme. Je considère qu'on est vieux quand on commence à ne plus être autonome et de plus pouvoir faire ce qu'on veut faire toute seule, en pleine autonomie. Je ne suis pas certaine d'être arrivée à ce stade. Et en l'occurrence, alors pour la peine, moi enceinte, je n'ai jamais entendu le terme de grossesse gériatrique. Qui m'amuse. Alors, à titre personnel, je le trouve plutôt rigolo. Mais ça fait pas tellement plaisir quand on l'entend. Non, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu décalés, des choses évoluent. Moi, je trouve ça. Voilà. Aujourd'hui, je l'entends avec un peu de
Ça me fait rigoler. J'ai l'impression d'être Jacqueline Maillan qui essaie de tomber enceinte. Quoi. Non, il y a mais un message truc, personnel pour les gynécos, il oui, n'est pas il y a interdit d'évoluer avec son termes. temps. Et voilà. Ça va évoluer. Ouais. Tant que la science avance plus vite que les mots, je préfère ça que l'inverse. C'est à la limite si vraiment ça doit évoluer dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais moi, je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu. On m'en a évidemment parlé, ou on m'a éventuellement posé un peu des questions, fait des commentaires un petit peu, mais pas tant que ça. Et je crois que, en fait, je m'en fous. Enfin, je m'en fous un peu. Il y a sûrement des gens qui pensent que j'ai eu un enfant très tard, voire trop tard. Bon, c'est pas mes enfants, je suis pas leur mère. Puis c'est pas leurs oignons. On s'en fout, non. Enfin, ils ont sûrement un avis sur plein d'autres trucs me concernant. Alors, vous l'avez dit quand même tout à l'heure, vous sentez une jeune vieille maman. Vous avez employé ce terme-là. En rigolant, je dis souvent que ma fille a un prénom de vieux pour un enfant de vieux, c'est assez cohérent. Je me sens une jeune maman. Non, j'ai des enfants qui ont plus de 20 ans par ailleurs, donc je suis une maman très expérimentée, je crois, avec des expériences variées. J'ai eu des enfants avec des papas différents en plus. Je me sens ni jeune ni vieille. En fait, je me sens... j'ai 52 ans et demi, donc je suis dans un âge un peu... J'ai l'impression d'avoir 52 ans et demi, voilà. Et j'ai pas vraiment d'avis sur est-ce que c'est vieux pour une maman ou pas. Est-ce que je suis une jeune maman ? Ça, je pense s'il y a un sondage national, je pense que ça sera non. Est-ce que je suis vieille ? Pour certains, pas pour d'autres. J'ai pas vraiment d'avis sur est-ce que je suis... Je sais que je suis pas jeune, je pense pas être vieille, je suis dans cette espèce de zone un peu entre deux, plutôt chouette du coup. Ouais. Plutôt libre. Parce qu'on dit aussi que le 3e enfant, on est moins stressé. Je suis pas méga stressée comme maman. Je l'étais pas tellement à 28 ans, je suis pas sûre de l'être davantage à 53. C'est pas un sujet qui génère du stress chez moi. J'ai tendance à être une maman un jour à la fois, quoi. Donc je laisse venir et j'organise les choses en fonction de ça, quoi. Okay. Et donc il y a Françoise qui est arrivée. Et vous m'avez dit joliment quand on a préparé cet épisode que c'est un tour de vie gratuit. Oui, en fait, j'ai surtout eu l'impression, quand j'ai su que j'étais enceinte, alors tout était super, on aurait dit une comédie romantique. J'ai appris que j'étais enceinte le jour de mon 46e anniversaire, devant la mairie où on s'était mariés un an avant avec mon mari, donc il y avait un truc un peu genre waouh. Et j'ai eu surtout l'impression d'attraper la queue du Mickey sur un manège quand on est petit, qu'on fait du manège, et on essaie toujours d'attraper le pompon là pour avoir un tour gratos. Et en fait, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir attrapé le pompon, quoi, de pouvoir avoir un nouveau tour où tout recommence, où toute l'énergie est relancée, où on relance tout ce qui concerne, voilà, le fait d'avoir un bébé. Moi, j'ai jamais rien vécu de mieux que d'avoir un bébé. Je trouve ça super, les bébés. J'adore accoucher, j'adore être enceinte, j'adore accoucher, j'adore les bébés, j'adore les regarder grandir, j'aime les enfants. Ma fille est née à 23 ans, donc je m'en suis pas encore lassée. Je crois que j'aime à peu près toutes les étapes. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir revivre un cycle complet de parentalité, je trouvais ça assez cool, ouais. Et ça veut dire aussi qu'avoir un enfant sur le tard, comme on dit, avec un bon accompagnement médical notamment, c'est jouable. Dans mon cas, c'est jouable. Après, je vais pas écrire un livre pour dire que toutes les nanas de 47 ans peuvent avoir des enfants et que devraient avoir des enfants. Je fais pas de prosélytisme. D'abord, évidemment, il y a plein de femmes qui en veulent pas, d'autres qui ne peuvent pas en avoir pour des raisons qui ne me concernent pas et qui ne me regardent pas. J'ai pas vraiment... Moi, je crois que j'en voulais vraiment un et que j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir l'avoir. Donc, dans mon cas, c'est plein vous devez susciter l'envie de femmes qui ne sont pas mères après 45 ans et qui se disent, en vous regardant, mais c'est possible, en fait. Ça m'arrive d'être interpellée ou de recevoir des messages sur Instagram de femmes qui me disent « Ah, mais attendez, vous avez eu un enfant à 46, 47 ans, donc on peut en avoir un. Ouais. Comment vous avez fait » Comme si j'avais une martingale, tu vois, un truc. Bon, je n'ai pas de martingale. Je pense je suis pas médecin. Je pense que toutes les femmes ont des corps et des organisations hormonales différentes. On n'a pas toutes la même hygiène de vie. On n'a pas tout le même background de métabolisme, d'héritage génétique, etc. Donc, je pense que ce qui est vrai pour l'une ne fait pas légion, n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Après, par contre,
Bon, moi, ma nature, c'est de jamais renoncer. Mon expression préférée, c'est de dire que je descends jamais du cheval avant la fin de la bataille. Donc, si mon médecin m'avait dit que j'avais moins d'1% de chance de tomber enceinte, j'aurais lâché l'affaire, je serais passée à autre chose et j'aurais trouvé d'autres sources d'épanouissement personnel. À partir du moment où il m'a dit que j'avais des chances de tomber enceinte, j'ai considéré qu'on allait tout faire pour que ça marche. Mais je crois que si j'étais une autre femme dans un autre contexte et que j'avais un désir d'enfant, je commencerais par essayer de savoir si oui ou non j'ai techniquement des chances de pouvoir tomber enceinte. Mais c'est une démarche qui est difficile à faire parce qu'on prend le risque de s'entendre dire non. Mais je trouve que c'est quand même, à titre personnel, je trouve que c'est plus simple de gérer un deuil quand on l'apprend rapidement et qu'il est net. Plutôt que d'espérer, voire tenter des trucs, ou dépenser de l'argent pour faire tout un tas de protocoles dans des pays, etc. Alors que finalement, on avait peut-être dès le départ que très, très, très peu de chances d'arriver à réaliser ce projet. Et puis parce que je fais aussi partie des femmes qui pensent que on peut être très heureux de plein de façons différentes, mais certainement pas en espérant un truc qu'on ne peut pas obtenir. Oui, il ne s'agit pas de dire tout le monde peut avoir des enfants après 45 ans. Oh bah non. C'est facile, voilà. Bah, après 45 ans, il n'y a pas grand-chose de facile. C'est pas faux. On va commencer par le commencement. Et en plus, je pense que c'est... Heureusement et malheureusement, on est toutes différentes les unes des autres. Après, il y a des médecins spécialisés qui sont très qualifiés. Il y a la science évolue en permanence. Il y a de plus en plus de moyens qui permettent d'appréhender, d'anticiper, d'organiser, etc. Donc aujourd'hui, on peut anticiper, éventuellement savoir quelles sont ses capacités. Dès l'âge de 30 ans, je crois, est-ce qu'on a une réserve ovarienne qui est suffisamment importante. Avec un stock Exactement. d'ovules. Mais on nous file pas la quantité régulièrement. Enfin, on reçoit pas tous les 5 ans un truc genre, tiens, il vous reste 12. C'est pas comme la retraite. Voilà, c'est ça. Il vous reste 12 points, les gars. Bon, faut y aller. Donc, voilà, c'est des infos qu'on n'avait pas, qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis, on peut éventuellement congeler aujourd'hui ces ovocytes, même si je sais que c'est beaucoup plus compliqué dans la vraie vie que dans la théorie, encore. Mais les choses bougent et évoluent. Et je crois que ça va continuer dans ce sens-là. L'espérance de vie augmente, les périodes d'études des femmes augmentent, les carrières des femmes prennent plus de place sans doute. Donc, je crois que j'invente rien en disant que l'âge du premier enfant a tendance à avancer, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs. Bon, il y a des chances que l'âge du dernier avance avec. Après... Le rapport de l'âge et de la maternité, moi j'ai une réponse en général, qui est de dire qu'au Moyen-Âge, l'espérance de vie des femmes ne devait pas dépasser tellement 30 ans et qu'elles faisaient a priori des enfants jusqu'à 29 et demi. C'est un peu comme si aujourd'hui je faisais un enfant à 77 ans. Personne, je crois, j'étais pas là, mais je pense que les gens leur disaient pas, mais t'es complètement folle, Isolde, il te reste 18 mois d'espérance de vie. On faisait des enfants parce que c'était la vie et que personne n'avait d'avis sur ça et que c'est un cycle naturel jusqu'à preuve du contraire. Et c'est marrant, maintenant il faudrait donc en plus avoir un avis là-dessus et un jugement là-dessus. Chacun est libre de pouvoir organiser les choses en fonction de ses capacités et de ses désirs, quoi. Et vos proches vous ont dit quoi? T'es complètement folle, Delphine? À 90%, waouh, génial, t'es complètement folle, mais c'est super. 10% de ah ouais, la vache, t'y retournes. Oh là là, le bébé, les couches, les nuits, le truc. Bon, j'entends. Après, moi, je pense que les enfants des autres sont super chiants. Ouais. Mais les miens, je les trouve super. Un bébé qui pleure la nuit, si c'est pas le mien, ça peut vraiment m'agacer. Si c'est le mien, je trouve ça extrêmement touchant. Et oui, voilà. Il y a un tout petit peu de sommeil, de fatigue, de manque de sommeil qui s'accumule. Mais ça donne autant d'énergie que ça en prend. C'est comme un voyage à New York, d'avoir un bébé à 46 ans. C'est-à-dire que quand faites cette image. Tu vois, à la fois, ça va te donner une énergie folle et puis ça va t'en bouffer aussi. Mais avoir un enfant, quel que soit l'âge, mais à 28 ans, j'étais aussi claquée, j'étais aussi fatiguée. Puis en plus, il fallait que je sorte voir mes copains peut-être un peu plus. Donc j'avais une vie sans doute un peu plus excessive. Non mais, sans doute, Delphine Puisson, vous avez quand même une énergie hors norme. Parce que moi, je les ai sentis passer quand même, les enfants à la quarantaine, mais ça m'a quand même drôlement fatiguée. Donc c'est que vous avez quand même une constitution j'ai une hors du commun. Ouais, j'ai une bonne énergie et j'ai une hygiène de vie particulière parce que je me couche tôt, je me lève tôt, je sors très peu le soir. Donc j'ai plutôt
Vous arrivez à faire ça en étant dans la restauration? Ouais. Enfin, je me couche tôt, je me couche pas à 18h15 non plus. Hein. Des fois, je regarde des émissions ou j'écoute des trucs. Non, j'ai une vie le soir, mais beaucoup plus calme. Et je sors très peu. J'ai très peu de vie nocturne. Donc, paradoxalement, j'ai énormément d'énergie vitale, mais j'ai une vie qui est très organisée, extrêmement organisée et plutôt sereine. Donc, ça aide beaucoup. Et, en plus, avoir un enfant à 46 ans, c'est honnêtement beaucoup plus confortable et serein que d'avoir un enfant à 22. Enfin... Ouais. Après, sans doute qu'à un moment, quand même, ça vous a traversé l'esprit. Enfin, moi, ça m'a traversé le mien, en tout cas, de me dire, mince, quand ma fille aura 20 ans, j'aurai 62, bon, je serai peut-être pas au top en forme. Mais bon, ça c'est peut-être... Oui, non, ça moi, vous a pas traversé l'esprit. Si ça se trouve, quand elle aura 5 ans, je vais avoir un accident de voiture. Ouais. Et en même temps, c'était vrai pour celle qui a 23 ans. Tout à fait. En même temps, je peux mourir demain matin. Alors du coup, j'aurais peut-être jamais dû faire d'enfant. En même temps, je suis toujours là. En fait, je me donne pas ce genre de repères. Je suis plutôt et alors, ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas choisi entre votre carrière et faire des enfants, puisque au moment où vous avez eu Françoise, vous veniez de monter la Maison Puisson, justement. Ouais. Donc, comment c'est possible? Comment on peut faire en montant sa propre boîte, en ayant un bébé? La dernière, j'ai eu beaucoup de chance parce que son papa, avec qui je suis maintenant depuis une dizaine d'années, fait de sa famille une priorité, ne me fait jamais peser quoi que ce soit. Je pars tôt, je rentre tard. Il accompagne la petite au roller, il fait les courses quand je rentre, le dîner est prêt. Là, il bosse aussi dans la restauration? Non, il bosse pas dans la restauration, il fait des films. Okay. Mais il est très père au foyer. Et on a trouvé notre équilibre comme ça. Et on est tous les deux, voire donc toute la famille, plutôt heureux dans cette organisation-là. Alors, c'est sûr que ça aide énormément de ne pas avoir à jongler en permanence pour s'occuper de tout en même temps. On s'occupe de tout à tour de rôle et selon les priorités du moment. C'est drôle ce que vous dites parce que j'ai regardé un peu vos interviews à la télévision où vous disiez que lorsque vous avez monté la Maison Puisson, vous avez fait le tour des banquiers, normal, et certains vous ont demandé ce que votre mari pensait de votre projet. Et comment vous alliez vous organiser avec les enfants? On en est encore là? Ouais. En tout cas, on en était encore là il y a 15 ans, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, plusieurs banquiers... Alors, pour info, en plus, c'était parfois des nanas. Donc, alors je trouvais ça dingue. Qui me disaient, mais votre mari est au courant de ce projet? Qu'est-ce qu'il en pense? Je trouvais ça... culotté. En général, je répondais les enfants, ça me rappelle rien. Mais c'était le côté genre votre mari est au courant. En général, je répondais lequel. Ça mettait un peu dans l'ambiance. Et quand il me disait mais comment vous allez vous organiser avec les enfants, je dis oh merde, ah oui, effectivement vous avez raison, j'avais pas pensé du tout. Mais vous faites comment du coup avec vos enfants? Enfin, après. Après, c'est comme dans la vraie vie. On n'a pas, j'ai pas découvert qu'il y avait des gens un peu arrêtés sur certains rythmes, valeurs, répartition des rôles dans le couple, etc. Bon, tant que je vis pas avec. Ouais. Bon, mais j'ai quand même été hallucinée parce que vous racontiez. Moi aussi, j'avoue. Alors, il y a eu des difficultés aussi, comme lorsque vous avez été contrainte de trouver un acquéreur, de devenir minoritaire dans votre propre boîte. Vous n'avez pas eu de doute à ce moment-là? Si, de doute, à quel niveau? Moi, à titre personnel? Oui, sur... ensuite... J'ai eu peur. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai eu froid, j'ai eu faim. Comment je gère? Ça s'appelle une épreuve. C'est-à-dire que, pareil, plutôt un jour à la fois, très difficile de savoir comment les choses vont évoluer quand on n'a pas la main. C'est des épreuves qui sont dures, violentes, déstabilisantes. Et qui, comme toutes les épreuves qu'on peut traverser dans la vie, ont le mérite, une fois qu'elles sont passées, de vous faire grandir, de vous faire relativiser d'autres choses, de vous faire avancer. Et puis dans mon cas, j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un repreneur avec qui je m'entends super bien et avec qui je peux travailler de façon très sereine. J'avais pas de problème personnel avec les personnes qui étaient autour de la table avant, mais il s'avère que la boîte a eu des difficultés, il a fallu réorganiser les choses. Évidemment que c'est hyper dur et que c'est hyper violent et puis on est dans une culture du succès, de la win et tout ça, donc c'est compliqué de devoir
pouvoir affronter ça. Après, l'affronter, c'est une chose. J'ai jamais eu honte, je me suis jamais cachée, enfin, je me suis jamais sentie. C'est pas comme si j'avais buté quelqu'un non plus. Hein. C'est un accident de parcours dans une vie professionnelle. J'ai fait des erreurs, on a fait des mauvais choix, on a sans doute pris des mauvaises décisions. Bah oui. C'était pas la première fois de ma vie. Et puis il y a eu quelque chose qui s'est appelé le Covid aussi. Ouais, oui. Qui n'a pas aidé. Évidemment. Ouais. Mais je veux dire, il faut assumer sa responsabilité. Ce qui compte surtout, c'est sur la distance, s'en relever et puis en tirer des conséquences, en tirer des leçons et ne pas reproduire ses erreurs. Le reste, c'est la vie, quoi. Alors, on dit souvent que les femmes de notre âge ont des injonctions dans tous les sens, hein, tout accomplir en même temps, justement, maternité, carrière, vie amoureuse. Vous, j'ai l'impression que c'est pas une contrainte pour vous. Je me trompe ? Je ne sais pas ce que je suis censée suivre comme injonction. Elles n'arrivent pas jusqu'à moi, je crois. Je m'en émancipe plutôt. Ce qui m'importe en vrai, c'est comment je me trouve moi, comment je me juge moi. Il y a un truc qui est important pour moi, c'est j'ai appris avec l'âge, le temps, l'expérience, j'ai appris à me contenter de ce que je suis, de mon intelligence, de mon physique, de ce que je suis, quoi. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Il y a certaines formes d'intelligence que j'aurais aimé avoir que je n'ai pas. Il y a certains corps que j'aurais aimé avoir que je n'ai pas. Il y a plein de trucs, sans doute, qui auraient pu être différents, mais qui sont ce qu'ils sont. Et je trouve ça plus sage de savoir se contenter de ce qu'on est et de s'en réjouir, hein, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui me trouvent pas si mal, pas si conne, pas si machin, donc l'un dans l'autre. Puis en plus, je suis à peu près sûre que si aujourd'hui je peux me trouver un peu tapée certains jours au réveil, parce que j'ai 53 ans et qu'on aurait l'info, hein, si c'était une bonne nouvelle physiquement. C'est pas joli comme terme, taper. Non, vous êtes très bien. Moi, je me trouve un peu tapée parfois. Il s'avère que je suis à peu près sûre que si je suis encore là dans 30 ans, quand je verrai des photos de moi à 53, je me dis, t'es con, c'était pas mal, bien. en fait. Tu vois. Je note ce terme parce que systématiquement, dans chaque épisode de Chaud Dedans, on parle de ce regard très dur qu'on a parfois sur nous-mêmes quand on vieillit. Donc les mots comme taper, taper cher. Moi, j'aime bien dire que j'ai pris un coup de pelle. Je trouve que ça dit ce que ça veut dire. Brutal. Il y a le côté un peu brutal. Il y a le côté brutal. Non, mais après, on le sait tout. Hein. Après, on peut se raconter ce qu'on veut. Mais il s'avère qu'à la base, j'étais pas Monica Bellucci. Donc, c'est peut-être moins violent. Du coup, moi, j'ai un physique assez lambda. Donc, c'est pas comme si je subissais une érosion atroce de ma sexitude et tout. J'ai jamais été la fille la plus sexy de l'école. Donc, d'un coup, je me dis pas, oh mon Dieu. Mais évidemment que comme toutes les nanas de mon âge, quand je me croise dans une vitrine et que je mets 2 secondes à réaliser que la dame qui fait la gueule, c'est moi, parfois ça pique. Bon, voilà, ça pique, c'est pas grave, je suis encore là. Mais visiblement, tout va bien, puisque vous avez dit au magazine Forbes, et oui, vous avez été interviewée par le magazine Forbes, avec le sexe, cuisiner est l'une des seules choses qui donnent du bonheur gratuitement. C'est pas faux. C'est pas faux. Et qui se partagent immédiatement. Ouais. Et non, c'est pas faux du tout. Ça me semble être du bon sens. Et la cuisine, vous baignez dedans toute la journée, le soir et le week-end, vous avez encore envie ? Alors oui, oh là là, oui. Ouais, vraiment. Ouais, pas forcément de cuisiner et de partir dans un truc super sophistiqué, mais franchement, le bonheur, pour moi, c'est un morceau de fromage, un verre de vin. J'ai pas forcément besoin de plus. Hein. Mais en tout cas, ce rapport sensuel et réconfortant, réassurant de la bouffe, c'est hyper central. Vraiment, je trouve ça... J'ai du mal à comprendre les gens qui aiment pas manger. Je comprends. D'ailleurs, je n'essaye pas trop. Hein. Vous voulez dire les ascètes qui mangent une feuille de salade et J'ai lu une interview de Mathieu Pigasse un jour, qui est un grand banquier. Aussi, mais j'ai interviewé Mathieu Pigasse. Ah bon ? Et c'est le premier truc qu'il m'a raconté. Donc il y a un problème. Sur la bouffe. Il m'a dit, ça me dégoûte, les émissions culinaires. Grand Dieu, Mathieu Pigasse, vous avez un problème. Mais on peut en parler. On peut vous aider, on peut vous accompagner, Monsieur Pigasse. Mais non, mais il y a quand même un truc... Non ? C'est pas un peu... Les bébés aiment manger, les enfants aiment manger, les ados adorent se gaver. C'est très bizarre de ne pas aimer manger. Je suis pas loin de partager votre analyse. On va aider Mathieu Pigasse, si vous nous entendez. Venez nous voir. Vous avez 5 enfants qui vont et qui viennent à la maison. Alors j'en ai fait 3, j'en ai 2 qui sont arrivés avec mon mari, Gaston et Martin, qui ont 20 et 22. Et les autres ? Un tous les 9 ans, ça nous donne 6, 15, 24 bientôt. Ouais. Et plus les 2 qui... Plus les 2 beaux-fils, le chat, le chien, la vie, quoi.
Heureusement, vous avez de quoi remplir le frigo, on imagine. Ça bouffe ces trucs-là. C'est pas une légende. Ouais, et ils aiment bien cuisiner en plus. Et je trouve ça assez chouette d'avoir des gamins qui aiment bien cuisiner, qui aiment bien ce plaisir-là, qui aiment bien le plaisir de la table. Alors, question qui n'a rien à voir, je vois que vous portez pas de lunettes. Je bluffe, Marconi. Elles sont dans mon sac. D'accord. Non, mais je vous pose la question parce que ça me revient. La symbolique des yeux, elle est très importante, il semble. Je vais vous expliquer. J'ai 2 amies qui sont entre guillemets des vieilles jeunes mamans, puisque c'est notre thématique du début. L'une a adopté à 46 ans. Elle s'est faite opérer, elle m'a dit c'est hors de question que je porte des lunettes. Et l'autre a eu son enfant à 46 ans. Elle refuse aussi de porter des lunettes. Je vois, vous faites une tête. Bah oui, c'est étonnant, mais moi je pense que c'est parce que c'est le premier signe de vieillissement et qu'elle s'autorise pas. Elles n'avaient pas de cheveux blancs, on est sûr. Bah écoutez, ça les gêne moins. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est le premier subjectif. signe de vieillissement, je pense. Et le fait qu'elles aient des enfants très jeunes, donc entre 4 et 6 ans, voilà, elle se refuse à porter des lunettes. Ah non, j'ai des lunettes. Vous faites pas ce genre de rejet. Alors, j'ai eu des lunettes d'ailleurs pas très vieilles, donc j'aurais pas forcément associé l'âge aux lunettes. Ouais. J'ai eu des lunettes. Mais j'ai l'habitude d'être un peu dans le flou parce que je paume mes lunettes, je pète mes lunettes, j'oublie mes lunettes. Donc, je me suis un peu habituée à ne pas les avoir en permanence. J'en ai besoin maintenant pour certains trucs, comme pour lire de près. Mais alors non, ça me gêne pas du tout. Vous voyez pas l'idée de justement pas montrer de signe de vieillissement parce que justement on a un enfant qui est petit. Si, bien sûr, mais ça serait pas les lunettes. Après, est-ce que c'est parce que... Oui, il y a des choses forcément qui sont conditionnées par le fait que j'ai un enfant petit, mais en vrai, je crois que j'ai quand même un truc pour une fille qui prétend se foutre complètement de son apparence et de tout ça. En vrai, je triche sur plein de trucs, hein, donc... Ah bah vous voyez. Ah ouais, bah si, bah évidemment je me teins les cheveux. Après j'ai pas encore assez de cheveux blancs pour que ce soit joli et puis je suis pas forcément Sophie Fontanelle, ça va pas à tout le monde. Mais je sais pas si je serais très à l'aise avec ça. Vous voyez, ça c'est un truc qui peut-être me gênerait, je sais pas. Après j'ai fait un lifting quand même, donc dans le genre pas tout à fait naturel, je pense qu'on est pas mal. Mais j'ai fait un lifting surtout parce que le truc chez moi j'avais un peu le cou de pélican, là, le truc pas super joli. Et moi, ça me gênait. Il y a plein de nanas qui se rendent même pas compte qu'elles ont un coup de pélican. Heureusement que je suis là pour leur en parler. C'est vrai. Ouais. Et du coup, j'ai fait enlever, parce qu'on est quand même en 2024, donc on peut corriger les trucs qui nous dérangent. Et je trouve que c'est quand même... Ça serait idiot de pas en profiter, quoi. Mais je me maquille pas, je porte des lunettes, je m'habille pas comme les gens de mon âge, si tant est que les gens de mon âge existent encore. C'est-à-dire, je suis pas sûre qu'il y ait encore des codes vraiment sur ces genres sur ces choses-là. Ouais. Après, non, je dirais qu'à part le lifting et la teinture des cheveux, si je fais attention à... Je fais du yoga, je veux pas galérer pour faire mes lacets. Mais vous pensez que c'est par rapport à votre fille ou c'est non, plus globalement ? c'est un truc que je faisais avant, en vrai. Le lifting, c'est peut-être un peu avec du fait de la petite, parce que j'avais pas trop envie qu'on pense que sa grand-mère venait la chercher à l'école. C'est quand même un truc auquel tu penses forcément quand tu te retrouves invité à l'anniversaire d'une copine et que tu te rends compte que les parents ont 34 ans et que tu en as 53 et que donc techniquement tu pourrais même être la mère des parents de la copine. Bon, tu vois, dans ces moments-là, il peut y avoir des petits trucs, alors plus ou moins conscients. J'ai pas le souvenir de m'être dit, il faudrait que je fasse un lifting. Pas forcément conscient. Et puis, il s'avère que j'aimais pas trop ce truc-là, mais j'ai pas fait refaire d'autres trucs. Ça contribue à un tout, mais si je suis honnête, je pense que dans mon cas, l'idée d'avoir une bonne hygiène de vie et de prendre soin de soi pour vieillir le plus longtemps possible, le mieux possible et de la meilleure humeur possible... Ouais. C'est assez global, quoi. Et puis chacun fait comme il veut. Ah ouais, complètement, bien sûr. Alors justement, prendre soin de soi, comment vous gérez, vous dans un épisode précédent de Chaud Dedans, j'ai reçu la naturopathe Jennifer Hart. Oui, comme dans L'amour du risque. Ouais, qui a écrit un super bouquin. Oui, elle a écrit un super bouquin. Et elle nous disait, c'est bien à ce moment-là, à 50 ans, de manger des oméga 3, par exemple, du bon calcium. Vous diriez quoi en
termes de nourriture, c'est quand même votre En termes de nourriture, je dirais déjà un truc qui me semble important, c'est d'éviter tout ce qui est industriel ou ultra transformé. Ça me semble pas complètement débile, mais c'est pas si simple. Beaucoup de gens consomment beaucoup de produits industriels sans se rendre compte de l'impact que ça a sur leur santé et donc sur leur qualité de vie. Après, il y a aujourd'hui tout un tas d'études qui sont faites, effectivement. D'abord, on peut faire des examens pour savoir si on peut être sujet à l'ostéoporose ou pas, parce que c'est pareil, on n'est pas toutes égales par rapport à ça. Donc, en fonction des résultats, il y a des compléments ou une alimentation, évidemment, qui va permettre de ralentir ce type de choses. Et par contre, je prends jamais de compléments alimentaires sans avoir au préalable fait faire des examens sanguins pour vérifier si oui ou non j'ai des carences. Je trouve ça assez dingue, les gens qui gobent à longueur de journée des trucs sans même savoir s'ils en ont besoin. En plus, je suis quasiment sûre que si on surdose, ça doit pouvoir avoir un effet plutôt néfaste. Et voire même si on mélange des trucs, si ça se trouve, il faut surtout pas prendre du zinc avec de la vitamine C, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça assez bizarre d'ingérer des trucs sans être sûr que ça va avoir un impact positif. Mais franchement, à part une hygiène de vie globalement sympa, moi je dors beaucoup et bien. Ah oui, très important. Je trouve ça hyper important. Ouais. Je ris beaucoup et bien. Je trouve ça hyper important. Je mange pas de produits industriels du tout. Mais je picole, je fume des clopes à droite, à gauche. Je crois pas à la perfection parce que j'ai aucune envie d'être parfaite. Je trouve ça épuisant rien que l'idée. Et surtout, il y a Woody Allen qui a dit un jour, c'est une citation que j'aime beaucoup, il a dit « Pour devenir centenaire, il faudrait abandonner tout ce qui nous donne envie de devenir centenaire, la clope, l'alcool, le sexe, etc. etc. » J'ai trouvé ça assez juste, en fait. C'est juste. Et alors, justement, c'est quoi le plan pour vous, là? C'est de continuer jusqu'à ce que vous ayez 100 ans? C'est quoi le plan de travailler encore plein d'années? Alors, j'ai aucun plan. Je vis un jour à la fois depuis très longtemps. Je fais pas de projet. Enfin, je fais des projets, mais c'est pas grave s'ils ne se réalisent pas. J'ai pas de rêve. Je fais les choses. Je vis les choses. J'ai pas de peur. J'ai pas d'autre ambition que de vivre tout ce que je peux vivre pendant cette période qui m'est donnée. Et puis, quand ça sera fini, ça sera fini. Merci beaucoup, Delphine Plisson. Ce sera le mot de la fin. Vous avez l'optimisme contagieux, on va dire. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté Chaud Dedans. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les épisodes dès qu'ils sortent. Il y a aussi une page Instagram dédiée. Je vous y attends pour vos questions et vos témoignages. Cet épisode était coproduit par Binge Audio, à la réalisation Paul Berthiaud, à la production Lorraine Bess. À dans 2 semaines.